infiniment Laurence Cohen. Elle va permettre ce soir l'information, la réflexion et le débat concernant un véritable fléau, celui de l'industrie de la pornographie et de toutes ses conséquences nombreuses et inquiétantes, comme le signale le rapport lui-même. Ce rapport d'information de plus de 200 pages, intitulé « Porno, l'enfer du décor », dont Laurence est co-rapportrice, est inédit dans l'histoire parlementaire française. Faire de la lutte contre les violences pornographiques et la marchandisation du corps une priorité de politique publique. Voilà en quelques mots le sens de notre soirée. Alors pourquoi je dis que c'est un plaisir? Parce que d'abord j'aime bien débattre, que je suis une militante politique, je suis communiste et féministe. J'ai été sénatrice de 2011 à 2023, j'ai arrêté le 1er octobre 2023. J'ai pensé que deux mandats consécutifs c'était une bonne chose et que j'allais passer à autre chose tout en restant donc avec mes convictions et mes combats. Donc c'est important pour moi d'avoir ces débats avec les citoyens, les citoyennes. Et comme Daniel l'a souligné, c'est vrai que c'était une première, en fait, que ce rapport parlementaire sur la pornographie, c'est le premier rapport qui a été fait, ce qui est quand même assez étonnant. Et je dois dire, vous voyez là le nom des 4 rapportrices, nous avons l'habitude au Sénat, et notamment à la délégation aux droits des femmes, de faire en sorte que les rapporteurs et les rapportrices soient finalement issus de toutes les formations politiques pour justement montrer l'engagement qui peut avoir lieu de toutes et de tous. Et je veux souligner ici que si on a eu l'idée au niveau de la délégation aux droits des femmes d'aborder ce sujet, c'est grâce à des associations qui nous ont alertés sur les violences qui étaient commises au niveau de l'industrie pornographique. Et je veux les remercier, c'est Oser le féminisme, c'est le NI et les effrontés qui ont mené un travail extraordinaire. Et si elles n'avaient pas été là, je ne sais pas si ce rapport aurait vu le jour. Donc on a besoin, quand on est parlementaire, d'être nourri par les citoyens et les citoyennes, par des associations, par des syndicats, pour justement aborder de manière plus approfondie les différents sujets. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Ce rapport, comme ça a été souligné, il a été donc rendu en septembre 2022 par la délégation, mais on a réussi également à faire que, suite à ce rapport, il y ait une résolution qui soit co-signée par 255 sénatrices et sénateurs. Ça, c'était le 18 janvier 2023. Et si vous voulez, dans cette résolution, on affirmait une de nos recommandations, c'est-à-dire que les violences pornographiques devaient être une priorité de politique publique. Et je dois dire que le 1er mars 2023, quand cette résolution est présentée au Sénat, elle est votée à l'unanimité. Donc ça aussi, c'est à souligner. Et notre rapport a fait grand bruit. Il y a eu beaucoup d'interviews de presse et de documentaires qui ont circulé. Et il y a un travail qui a été prolongé, vous l'avez peut-être lu, c'est le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui a été publié le 27 septembre 2023 et qui lui aussi a approfondi les différentes pistes qu'on avait mises en exergue. Et nous avons donc fait, au niveau de notre commission, nous avons eu des auditions, vous pouvez voir là au niveau du diaporama. Et au moment donc où on est en train de travailler sur ce rapport, non seulement je salue l'interpellation, le travail des associations, mais il faut savoir aussi qu'au niveau de l'actualité, si je puis dire, il y a un certain nombre de prédateurs qui sont poursuivis en justice, et notamment parce que les victimes de l'affaire dite French Bukeke
ont pris la parole et ont dénoncé les violences qu'elles avaient pu subir. Et on voit donc que ce sujet fait entièrement partie, la pornographie, des violences qui sont subies par les femmes, et elles ne doivent pas être en dehors de ce phénomène que l'on veut éradiquer. Il y a des images qui traînent autour de la pornographie, hein, c'est-à-dire que quand on commence, y compris à faire ce rapport, on est un peu taxé finalement de moralisatrice, de puribonde, voilà comment on est en train de freiner une certaine liberté sexuelle, et donc on essaye de nous vendre une image de la pornographie, plutôt l'érotisme des années 70, mais il faut savoir que la pornographie, elle a énormément évolué, et qu'à partir à peu près des années 2000, elle n'est plus du tout de même nature. Il y a ce qu'on appelle l'apparition des tubes, des grandes plateformes numériques, et ce sont des dizaines de milliers de vidéos pornographiques qui sont à ce moment-là diffusées. Ça aussi, c'est un élément important, et il faut aussi mettre l'accent sur le fait que c'est surtout une industrie qui est extrêmement juteuse, parce qu'on est dans un monde capitaliste, et ce qui intéresse un certain nombre d'individus, c'est le profit. Et ça rapporte très bien, puisque Pornhub aurait généré 42 milliards de visites en 2019, et qu'il y aurait donc à peu près 220 000 vidéos vues chaque minute dans le monde. Donc on voit bien là ce que ça peut apporter. Il faut savoir que la traite des êtres humains dans un but d'exploitation sexuelle, c'est un marché très lucratif, et c'est la troisième source de profit criminel au monde, après le trafic de drogue et d'armes. C'est pourtant une infraction qui est définie à l'article 224-4-1 du Code pénal, et qui recouvre notamment les agressions sexuelles et le proxénétisme, et normalement ça relève d'une peine de 7 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Donc je disais qu'il faut aussi prendre conscience que les violences qui sont subies dans les films pornographiques ne sont pas des actes qui sont simulés. C'est-à-dire que là, y compris quand on a fait des auditions de jeunes femmes, il a fallu qu'on en fasse à huis clos d'ailleurs, tellement c'était dur, mais quand elles parlent, elles ne parlent pas vraiment de cinéma. Parce que quand on va voir un film, quand on va au cinéma, eh bien, les scènes que vous voyez, s'il y a un meurtre, c'est pas un vrai meurtre. S'il y a une scène d'amour qui est imposée, un viol, ça ne se passe pas réellement. Mais dans la pornographie, eh bien, ça se passe réellement. C'est-à-dire quand une femme crie, quand elle pleure, quand elle hurle, elle a vraiment mal, elle souffre réellement. Quand on voit une scène de viol, ça n'est pas fin, c'est une vraie scène de viol. Et quand elle est pénétrée par plusieurs hommes, elle est réellement pénétrée par plusieurs hommes. Et on peut après dans le débat rentrer dans les détails, mais on fait subir à ces femmes des choses absolument épouvantables, hein, au nom de fantasmes dits masculins, mais qui n'en orgueillissent pas d'ailleurs ces fantasmes, les hommes qui les pratiquent, bien évidemment. Et on voit que 90% des contenus pornographiques sont violents et pourraient être passibles donc du code pénal, ce qui n'est pas le cas. On a pu constater vraiment une porosité entre donc l'industrie pornographique et le système prostitutionnel, et notamment dans les méthodes de recrutement. C'est-à-dire qu'on voit, et on a recueilli des témoignages de jeunes femmes qui disaient qu'au moment où on leur propose de tourner dans des vidéos pornographiques, elles sont dans un état de fragilité. Alors fragilité, vulnérabilité, économique, elles ont besoin d'argent,
elles sont assez seules, elles sont assez isolées souvent, et on les attire alors au travers, parce qu'il y a un truc, et je l'ai rangé dans mon sac, mais avec le smartphone, parce que j'ai parlé des plateformes, et le smartphone, il est extraordinaire. C'est une très belle invention, c'est pas ce que je veux dire, mais en même temps, on peut avoir accès à plein de contenus sur ce petit engin. Et donc, elles vont être approchées par des amis, et souvent, c'est une amie qui commence à nouer un dialogue au travers des réseaux sociaux. Et cette amie est totalement en compréhension avec la personne qui est fragile. Mais en réalité, il s'avère que derrière le portrait de cette amie, qui peut s'appeler Muriel, Geneviève, Anaïs, c'est un homme. Et au fur et à mesure, il va nouer une relation amicale et il va lui proposer à un moment donné de venir tourner des scènes. Ça ne demande pas beaucoup de temps, c'est pas trop prenant. Et tu vas avoir une certaine somme d'argent et puis ça va te sortir de là. Et moi je suis passée par là, je l'ai fait, je t'assure, c'est très bien. Et c'est comme ça que les choses se font, et que donc on voit là que la personne elle est prise au piège, et quand elle arrive sur les lieux de tournage, là c'est assez sordide, et grâce aux équipes notamment de policiers à Paris et aussi de magistrats, on a pu faire éclater donc 2 affaires, Jackie et Michel et French Bukeke. Il y a pas mal de mises en examen justement qui ont été faites, ce qui est quelque chose de très positif. Alors ce qu'il faut savoir entre la prostitution peut-être et la pornographie, c'est que dans la prostitution, quand il y a dans la prostitution, ça concerne donc la prostituée et le client. C'est en direct, il y a le proxénète, etc. C'est un trio, mais disons voilà. Tandis que dans la pornographie, c'est aussi l'acte d'utiliser la personne, le corps de la personne, mais en fait, celui qui va profiter, entre guillemets, de la vidéo, eh bien, c'est celui qui regarde. Donc, c'est pas celui qui commet l'acte. C'est pour ça que c'est assez difficile de poursuivre dans ce genre d'affaires, parce que on a affaire donc à quelque chose qui est filmé entre des comédiens, je mets des guillemets, parce que moi il y a des victimes, et c'est le spectateur qui jouit de ce qu'il regarde. Voilà. Donc c'est là la différence, mais sinon on est sur les mêmes processus. Voilà. Là j'en suis à laquelle? J'en suis à la 5. La norme. Oui, c'est ça, j'en suis là. Exactement. Ce que nous avons pu mettre aussi en exergue, c'est que quand on parle de pornographie, il y a des contenus, je disais, qui sont extrêmement violents. Il y a des appels au viol. On est vraiment dans cette culture-là du viol. Il y a aussi des encouragements à l'inceste, où on peut aller cliquer en disant daddy, etc., etc. Il y a comment dirais-je, des contenus qui sont des contenus racistes, beurette consentante, etc., etc. Donc là, on voit aussi la perversité, bien sûr, et le fait qu'ils essayent finalement de contourner la loi pour essayer de mettre essayer et malheureusement y arriver, mettre en exergue un certain nombre de contenus qui normalement dans la vraie vie sont des contenus qui sont passibles, comme je l'ai déjà dit, du code pénal. Et là où les choses sont assez essentielles à mettre donc en exergue aussi, c'est que l'image que ça véhicule, c'est-à-dire
le fait que les femmes, ce sont des objets qui sont là uniquement pour assouvir les plaisirs masculins. C'est-à-dire donc il n'y a pas réciprocité. Quand on fait l'amour, normalement il y a réciprocité entre les deux compagnons, un homme, une femme, ou deux hommes, peu importe, mais en tout cas c'est un plaisir réciproque. Là non, c'est pour assouvir les fantasmes seulement de celui qui domine, et le dominant c'est le mâle. Et donc ça véhicule une image de femme objet, de femme passive, et ça a des conséquences graves pour l'ensemble de la société. Comment est-ce qu'on peut se battre pour arriver à une société de pleine égalité, de respect mutuel, si on considère que finalement la femme c'est un objet qui sert à vider les bourses du mal. Il y a un truc là qui va pas. Donc à la fois c'est négatif, grave pour l'image des femmes, de la femme. Il n'y a pas une femme, des femmes, mais c'est aussi très grave pour les hommes, pour l'image que ça véhicule, hein, réciproquement, il n'y a pas... Voilà. Et donc, ça a des conséquences graves, pas seulement pour les mineurs, parce que moi, j'ai entendu, pendant qu'on faisait ce rapport, quand on ne l'a pas encore publié, mais même après, on essayait vraiment de nous entraîner sur le fait, il suffit d'empêcher les mineurs de regarder ces contenus et tout va rentrer dans l'ordre, c'est très bien. Non, il faut avoir conscience que c'est toute la société qui est impactée par ces contenus. Alors certains producteurs, et y compris d'anciennes actrices, en fait nous ont parlé et vendent, c'est pas seulement qu'ils nous ont parlé, ont parlé et ont mis en avant le fait qu'il y aurait une pornographie éthique. Alors, très franchement, moi je le dis, et on en parlera, et il y aura peut-être débat, ça n'existe pas, la pornographie éthique. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que c'est d'abord, la pornographie, c'est fait pour satisfaire le client. Or, il y a des statistiques qui montrent que plus les contenus sont violents, plus il y a une espèce d'addiction à la violence de ces contenus, et plus le spectateur demande de violence. Et donc, ça n'est pas intéressant, et c'est très très peu vendu, on va dire, une pornographie éthique. Donc, à partir du moment où elle ne rapporte pas, et compte tenu de ce que je vous ai dit au début, elle est infinitésimale, très très petite, et donc ça n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Et là, dans l'autre, voilà, on va voir la consommation qui est toxique. J'ai dit qu'elle était toxique pour l'ensemble de la société, mais là on va voir, on va se focaliser un petit peu sur les enfants et les adolescents, sur lesquels, ou pour lesquels plutôt, les images de cette violence, etc., vont être encore plus graves peut-être, puisque là on est sur des cerveaux en développement, si je puis dire. Et on voit que les taux d'exposition, et là vous avez donc vous avez les chiffres, vous voyez quand même qu'avant 10 ans, il y a déjà une exposition à des images pornographiques. Alors vous avez les couleurs suivant les sexes, et on va voir donc au fur et à mesure quels sont ces taux, et évidemment ça augmente aussi avec l'âge, mais c'est quand même assez conséquent, hein. Il faut savoir qu'en France, chaque mois, c'est 19 millions d'internautes qui vont sur des sites pornographiques, dont 2,3 millions de mineurs. Il y a un tiers de garçons de moins de 15 ans qui vont donc sur ces sites, et 2 tiers des enfants de moins de 15 ans ont eu accès à des images porno, et un tiers des enfants de moins de 12 ans ont eu accès à des images porno. On a eu l'occasion d'aller également dans des établissements scolaires, et ça
ça imprime quand même des choses, parce qu'on a eu des témoignages, effectivement, notamment de jeunes collégiennes qui disaient que finalement, elles regardaient avec leurs copains des films porno et qu'en réalité, eh bien, ils imitaient un peu ce qui se passait. Donc, par exemple, elle détestait que son mec lui tire les cheveux, mais comme c'était ce qu'il fallait faire, donc elle le faisait. Donc, ça induit quand même des comportements qui sont particuliers, et ça donne aussi une image tronquée. Un autre exemple, il y a un prof de Sciences Nat, ça ne s'appelle plus Sciences Nat maintenant, ça s'appelle Sciences et Vie, je crois, les profs, enfin bon, ou SVT, je ne sais plus, voilà. Elle était en train de montrer pas des photos, mais disons des dessins d'un garçon, d'une fille, et puis elle expliquait le corps, etc. Et à ce moment-là, il y a un garçon qui dit « Mais c'est pas ça, madame !» En regardant le corps de la fille, c'est pas comme ça. Alors le prof dit ceci, qu'est-ce qui te choque, qu'est-ce qui va pas. Il était choqué parce que sur la gravure, il y avait des poils, et que normalement, il n'y en a pas, parce que évidemment dans les films porno, elles sont épilées complètement. Donc c'était pas la réalité. Mais ça induit quand même des choses aussi qui sont extrêmement perturbantes. Je l'ai dit sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique, puisque on a aussi auditionné des chirurgiens plastiques, esthétiques, on va dire, et en fait, il y a des demandes de jeunes filles et de jeunes garçons, des jeunes garçons parce qu'ils trouvent que leur sexe est trop petit, trop court, donc il faut l'allonger, et les filles, c'est parce que finalement, leurs lèvres, elles sont trop petites ou pas assez rebondies, etc., etc. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui entraîne des traumatismes, des comportements d'imitation qui peuvent être très lourds de conséquences pour les filles comme pour les garçons. Et comme je vous ai dit que dans les vidéos porno, il y a cet encouragement à l'inceste, etc., etc. Il faut savoir que là aussi, les producteurs s'en défendent, par exemple, en faisant en sorte que la jeune femme qui représente une mineure ne soit pas mineure. Et donc, il dit, non, c'est pas une mineure, donc on n'a pas outrepassé la loi. Pour nous, au niveau des rapportrices, on a dit, mais c'est pas seulement le fait d'être mineur ou majeur, c'est l'intention. C'est-à-dire à partir du moment où on met en scène quelqu'un qui apparaît comme mineur et pour lequel on dit que finalement c'est très agréable d'avoir des rapports avec sa fille, ou les frères et sœurs, etc., c'est bien quelque chose là qui est déviant. Donc, je l'ai dit, c'est une image déformée, mais ça s'appuie aussi sur des failles, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur le fait que ça pose quand même problème, qu'aujourd'hui, si les filles et les garçons vont voir des contenus pornographiques, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas les informations qu'ils devraient avoir au niveau notamment de l'éducation nationale, puisque normalement il est dans les programmes de pouvoir avoir 3 séances de formation à la sexualité chaque année, etc. Or, on s'aperçoit, d'abord c'est extrêmement variable d'un établissement à l'autre, ça dépend des moyens qu'ils ont, ça dépend de la bonne volonté des profs, de leur formation, etc. Mais on voit bien que c'est pas du tout cadré et que c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire pour répondre aux questions, pour pouvoir accompagner les filles et les garçons dans leur épanouissement pour qu'ils aient après une vie sexuelle. Déjà, de faire de cette lutte contre ces violences pornographiques une priorité de politique publique, ça c'est la première de nos recommandations, c'est la diapo 12. Et puis, également, évidemment, imposer
aussi de pornographique des messages d'avertissement qui concernent les contenus violents, précisant qu'il s'agit d'actes sexuels qui ne sont pas simulés. Aider aussi à ce qu'il y ait des plaintes des victimes de violences qui sont commises dans un contexte de pornographie. Là, je dois m'arrêter quelques secondes parce que c'est déjà très compliqué, on le sait, quand on voit l'explosion des féminicides en France, malgré soi-disant des mesures qui sont adéquates. On voit bien, et là on a eu aussi des exemples, que quelqu'un qui a tourné des vidéos pornographiques, quand elle porte plainte dans un commissariat, elle est rarement prise au sérieux. C'est une comédienne porno, donc elle le voulait, donc non, elle ne peut pas avoir été violée. Donc il y a besoin d'une formation des magistrats, des policiers, et d'avoir effectivement aussi plus de moyens, parce qu'il ne s'agit pas seulement de former ces professionnels, il faut aussi qu'ils soient plus nombreux pour pouvoir accueillir et traiter de ces violences spécifiques. Je ne vous donne pas toutes les recommandations parce que voilà, ça serait un petit peu long. Et puis il faut aussi être beaucoup plus contraignant au niveau des plateformes, des diffuseurs, et avoir des amendes qui soient réellement dissuasives, parce que quand je vous ai dit les milliards d'euros qui sont engrangés, si les amendes ne sont pas dissuasives, elles n'ont absolument aucun effet. Créer aussi beaucoup plus de pouvoir, parce que vous savez, aujourd'hui, quand il y a, vous ne savez pas, quand il y a des contenus qui sont un appel ou une complaisance vis-à-vis du terrorisme, il y a un organisme qui s'appelle Pharos et qui intervient immédiatement et qui retire immédiatement ce contenu. Et c'est très bien, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, etc. C'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même chose pour les violences pornographiques, à partir du moment où on dénonce, que je vous ai dit, appel au viol, inceste, incitation à la haine raciale, etc. Pourquoi on ne peut pas immédiatement retirer ces contenus? Et puis, aussi un élément important, c'est qu'il faut absolument imposer aux plateformes de retirer gratuitement toute vidéo sur demande des personnes filmées. Parce qu'il faut savoir que... J'ai écouté avec attention votre intervention, ce qui m'a un peu... qui a attiré mon... je voudrais faire une remarque quand même au sujet des problèmes de société. Bon, je suis enseignant. Et à chaque fois qu'un problème est soulevé, on dit que l'éducation nationale ne fait pas son travail. Alors je voudrais quand même bon, je suis sur le terrain, donc je sais que, par exemple, les enfants ont des téléphones portables de dernière génération, hein, plus, je dirais, plus performantes que les nôtres qui gagnons bien notre vie. Donc je crois que les parents, la famille doit quand même jouer son rôle. Hein. L'éducation nationale ne peut pas être, disons, ne peut pas pallier les difficultés de la société. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'auditionner des hommes qui sont des comédiens, enfin, qui jouent dans ces films porno? Comment ils parlent de leur pratique, de leur rapport avec les femmes? Voilà, simplement savoir si vous avez eu l'occasion de discuter. Il y a eu aussi, on a été aussi interpellé par, non pas un homme qui avait tourné dans des vidéos, mais ceux qui sont addicts. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement une addiction. Smartphone, je vais l'interdire d'aller sur les réseaux. Ça, à mon avis, aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que les jeunes, ce que disait Mifa, les jeunes, pour eux, c'est vrai que c'est un petit peu là où ils apprennent la sexualité, parce qu'on n'est pas capable, nous adultes, peut-être d'en parler normalement. Alors, c'est malheureux. Mais en plus, à cet âge-là, ils surjouent les normes. Or, quelles sont les normes du porno? C'est la marchandisation des corps, c'est la domination des femmes, c'est tout ce qui va à l'encontre, finalement, comme vous disiez, c'est délictuel, parce que c'est inégalitaire. Alors après, les conséquences, c'est vrai, Mifa a raison, elles sont autant pour alors elles sont surtout pour les femmes, mais les injonctions, elles sont aussi pour les hommes. Et c'est vrai que cette image
qui n'est même pas vécu. Dans le porno, c'est pas vécu comme une fiction, c'est vécu comme du réel. À partir du moment où c'est vécu comme du réel, les jeunes, ils sont paumés, ils sont effectivement dans la reproduction, les filles sont acceptent des seuils de tolérance qu'elles ne devraient pas, elles ne savent plus où mettre la barre. Donc c'est très compliqué. Donc c'est vrai que mettre l'accent sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est fondamental, parce que c'est justement leur donner des armes, alors leur apprendre aussi à utiliser le numérique. Ça, on ne le fait pas non plus. Mais apprendre les relations égalitaires entre les femmes et les hommes, ça va leur donner un esprit critique pour aborder la pornographie. Et c'est pour ça que cette éducation, elle est fondamentale pour les jeunes, parce que c'est la barrière qui va les rendre autonomes. Pour l'instant, parce que moi j'aime bien ce soir, c'est un public intergénérationnel. Mais les seuls qui ont pris la parole sont des hommes et des femmes aux cheveux gris, blancs, voilà. Et j'ai plein de jeunes filles devant moi et de jeunes garçons qui réagissent, mais alors il n'y a pas une prise de parole. Alors, c'est vous qui êtes concernés, parce qu'y compris le dernier propos, là, dire qu'est-ce qu'on va devenir, etc., moi je ne partage pas. Mais c'est à vous, qu'est-ce qui se passe dans ce que j'ai dit? Il y a peut-être des trucs avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord. Moi je considère que la prostitution c'est une marchandisation, etc., etc. C'est pas un travail, bon voilà. Donc, alors je vous titille et ça a marché. Quand je dis éduquer les parents, ça va parler de la sexualité, puisque je pense que c'est un sujet qui est tabou. Voilà. Et ensuite, vous disiez que toutes les femmes qui faisaient du porno étaient atteintes maltraitance, pardon. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se rendre compte qu'il y a des femmes qui font ce métier-là et qui en sont très fières et qui en sont très contentes. Je suis pas un peu blanc. Beaucoup, oui. Mais je veux dire, quand j'étais jeune, nous n'avions pas plus d'éducation sexuelle, et encore moins que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, rien n'a changé. Je rebondis sur éduquer les parents. Je pense que le dialogue, c'est quelque chose de fondamental. La sexualité reste quelque chose de très tabou. Je crois que ça serait intéressant de proposer des espaces où il puisse y avoir du dialogue entre parents, enfants et des organismes et des associations comme le planning familial pour pouvoir justement parler de sexualité librement, de pornographie, de mots, des vrais mots, et permettre à tout le monde de comprendre, de pouvoir parler de respect du corps, de relations amoureuses, de parler de tout ça, mais librement. Parce que ça reste encore pour moi, je pense, quelque chose de très tabou entre parents et enfants. Et peut-être même entre parents eux-mêmes, d'ailleurs. Et du coup, ça met de la distance et les images, Internet, tout ça, c'est des choses faciles et qui permettent à beaucoup d'enfants d'essayer de comprendre, d'apprendre, mais sans mots derrière, c'est mal interprété et ça cause des dégâts, oui. Après avoir visionné un film porno qui parle de filles de façon assez violente ou assez... et du coup d'engager des conversations, mais ils peuvent être choqués, enfin surpris du fait que je parle de ça librement avec eux. Moi je suis tout à fait d'accord sur effectivement le fait d'avoir besoin aussi que les parents puissent avoir des espaces de réflexion, de dialogue, etc. Parce que c'est pas obligatoirement évident pour tout le monde et que certains qui n'ont pas cette, on va dire, facilité, puissent pour le coup se décharger sur l'école qui ne veut pas répondre à toutes les questions. Donc oui, ça c'est important. Et puis des groupes de parole, c'est toujours important. On l'a vu dans les différents moments de conquête d'ailleurs des droits des femmes. C'était important aussi que les femmes puissent avoir ces espaces de dialogue, de réflexion entre elles, pas toujours à la hauteur des enjeux. Vous avez vu là que, y compris dans le financement
combattre les violences faites aux femmes. On parle, au début on disait 1 milliard, maintenant 2 milliards, et puis maintenant ça continue à augmenter, parce que, pas parce qu'on veut absolument plus d'argent, mais c'est parce que c'est nécessaire par rapport à tous les défis qui sont à relever. Sur le fait de... est-ce que finalement, oui, il y a des comédiennes que vous avez vues et qui étaient heureuses et qui trouvaient que c'était un travail, somme toute, comme un autre. Pour avoir une pénétration avec combien d'hommes? Tu signes jusqu'où ton consentement il peut aller? On peut très bien dire qu'on va faire des choses, et puis quand on arrive sur le tournage, ne pas en avoir envie. Et si on a signé? Donc, voilà, moi je pense quand même que c'est à ça qu'il faut réfléchir. En tout cas, c'est moi ce que je mets en avant. L'autre chose, la liberté sexuelle. Quelqu'un a dit, je crois, a parlé de liberté sexuelle. Mais moi, je ne me prononce pas sur la liberté sexuelle. Pour moi, la liberté sexuelle, elle est totale à partir du moment où on a affaire à 2 personnes majeures, consentantes, qui prennent du plaisir, chacun avec l'autre, chacune avec l'autre, etc. C'est pas ça. Mais la liberté sexuelle, elle s'arrête quand il y a domination. Et quand on impose des choses à l'autre sans qu'il y ait un plaisir partagé, réciproque, etc. Faut faire... Enfin, peut-être que des fois, dans des raccourcis, c'est pas... mes propos, il n'y a pas de jugement moralisateur. Il n'y a pas de jugement qui culpabilise. Ce sont des faits, des constatations, suite à des auditions, suite à des témoignages, suite à des poursuites en justice, parce que là, il y a des poursuites quand même, heureusement, qui sont importantes. Et donc, c'est ça que je mets en avant, et que nous mettons en avant dans le rapport, pour faire en sorte de protéger, alors effectivement de protéger les mineurs, mais aussi d'arrêter de véhiculer une image qui ne peut pas tendre à promouvoir une société de pleine égalité. Je veux dire, l'univers du porno, enfin, le porno est considéré comme un travail, comme vous dites. Il en découle des choses très positives, et je pense que ça a été le cas. C'est-à-dire que dans votre témoignage, c'était pour répondre à ce que je disais, qu'elle avait les larmes aux yeux, etc. Mais derrière, il en est ressorti des choses positives. Alors, ma question est, est-ce que, là, vous avez vu son témoignage, du coup, est-ce que vous ne pensez pas que c'est possible d'avoir du porno éthique? Croyez-vous qu'il soit possible d'éviter cette accessibilité? Car il suffit qu'il y ait des serveurs en dehors de l'Union européenne, dans les pays de l'Est ou aux États-Unis, pour que tout le monde ait accès à tous ces films, y compris des films de zoophilie. Donc, ça me laisse un peu dubitatif, cette lutte, ce rapport. C'est bien de le faire, mais agir au niveau mondial, ça me semble fort difficile. J'ai écouté plusieurs interviews de elle par rapport à justement à l'industrie du porno, et elle disait bien donc effectivement qu'elle a vu beaucoup de choses mauvaises qu'elle en a subies elle-même. Pour autant, elle défend toujours autant cette industrie en disant bien que elle est ancrée dans notre société maintenant. On peut plus ôter le porno de la société, c'est pas possible. C'est trop ancré dans les mœurs. Par contre, ce qu'elle défend, et pour le coup je pense que c'est elle qui a pris le meilleur parti, c'est de faire un porno éthique et de supprimer tout le reste. Ça inclut de faire signer des fiches de consentement avant chaque scène filmée. Je parle bien en France et dans tout ce qui est fait légalement. Ça inclut une fiche de consentement avant chaque scène, obligatoirement. Ça inclut des tests qui sont faits obligatoirement, pareil, toutes les semaines avant chaque test. Enfin, maintenant, il y a quand même des bonnes choses qui sont faites. Après, faire le tri sur les plateformes, ça, ce sera peut-être le plus difficile. Situation qui a perturbé un peu tout le service dans lequel on travaille. Une jeune a été recrutée par une rabatteuse de son âge, de 17 ans. Et cette jeune a été s'est mis amie avec la jeune en question qu'on accompagne, nous, en protection. Et elle l'a
En étant amie, elle lui a donné, donc la jeune lui a donné toute sa confiance et a fait en sorte qu'elle se retrouve à l'hôtel. Je vais intervenir. J'étais syndicaliste pendant des années. Bon, vous savez qu'il y a un code du travail, il y a des lois. Et malheureusement, vous avez dit tout à l'heure que s'il y avait des lois, les gens seraient protégés. C'est pas vrai. Parce que les lois, il fallait aller les faire respecter au prud'homme ou alors à la cour d'appel. Donc quand il y a des lois, en France, elles ne sont pas forcément respectées. Donc il ne faut pas croire que parce qu'il y a des lois, les gens vont être protégés. Donc je crois que le fait que vous croyez qu'il peut y avoir un porno éthique, c'est une vue de l'esprit. Moi je dis ce que je pense. Parce que ceux qui ont fait ce métier-là pendant des années, ils ne vont pas changer leur pratique. Surtout que, bon, malheureusement, souvent c'est des hommes. Enfin, je ne devrais pas parler comme ça, je ne suis pas contre les hommes. Hein. Mais il faut vous dire que les lois, ça ne suffit pas pour protéger les gens. Non mais du coup là j'ai l'impression qu'en fait c'est peine perdue et que rien n'est possible en fait. Si, c'est possible. Comment alors? Oui, parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est bien, hein, mais il faut essayer de suivre le débat. Moi je pense que, si vous voulez, là où on a, et on n'est pas d'accord visiblement, hein, dans la salle, on n'est pas tous d'accord, moi je considère, je vous ai dit que la pornographie a une porosité avec la prostitution. Pour certains, certaines, et certainement présentes dans la salle, il y en a certains qui pensent que la prostitution est un métier comme un autre. Et que donc, il faut mettre en avant le code du travail pour protéger. Personnellement, et c'est pas... Heureusement, je ne suis pas toute seule, mais en tout cas, je fais partie des abolitionnistes, des féministes abolitionnistes. Je considère que la prostitution, c'est une violence faite aux femmes. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas penser qu'on va avoir 80 passes dans la journée et que finalement, ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences morales, ça n'a pas de conséquences sur son propre corps. Et là encore, pour avoir rencontré des femmes que l'on prostituait ou qui se prostituaient, je peux vous dire que les dégâts sont quand même extrêmement importants. Et je ne parle même pas des proxénètes, etc., et de comment elles sont recrutées. Donc, à partir du moment où il y a un achat d'un acte sexuel, c'est celui qui paye, qui commande, et qui domine, et qui dit ce qu'il faut faire. Et l'autre subit. Donc à partir du moment où il y a ce rapport-là, les choses ne sont pas à égalité. Dans la pornographie, quand je dis il y a une porosité, c'est que là, on est sur les mêmes techniques de rabattement, ça a été donné là dans l'exemple qui a été donné par madame qui est assistante sociale, mais c'est vrai que ce n'est pas l'objet du débat de ce soir, mais malheureusement, on voit que, par exemple, les jeunes filles de l'ASE sont beaucoup, sont soumises à beaucoup de pression pour se prostituer, pour tourner des scènes, etc. Et qu'elles sont, pour un certain nombre d'entre elles, embringuées dans un truc sans le vouloir, comme ça a été dit. Donc ça, c'est une réalité. Donc, penser qu'on va pouvoir faire protéger ces personnes avec un contrat, moi je pense que c'est illusoire. Je pense que c'est illusoire, pourquoi ? Parce que d'abord, il me semble que le consentement, et c'est intéressant là, parce que on en parle beaucoup du consentement, et c'est quelque chose, quand je dis ça, je donne mon état d'esprit, mais je pense qu'on a acheminé ensemble sur qu'est-ce que c'est que le consentement. Parce que le consentement, je trouve, personnellement, là je m'engage moi, que c'est quelque chose qui est fluctuant. C'est-à-dire qu'on peut consentir à un moment donné, et puis tout d'un coup ne plus consentir. Et quand c'est non, c'est non. Sauf que, voilà. Et je pense que ça, pour le quantifier, pour le codifier, c'est pas possible. C'est une question de rapport, de confiance qu'on a avec l'autre. L'autre pouvant être
Enfin, dans un couple, mais un couple qui peut être composé de 2 femmes, de 2 hommes, d'une femme et d'un homme, etc. Hein, c'est ce que je veux dire par là. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est illusoire de dire on va faire un contrat de travail, on va tout mettre, et puis etc. À partir du moment où c'est une production, où sont engagés des fonds pour filmer, pour faire qu'il y a des personnes, des maquilleurs, les caméramans, etc., etc., si la personne qui est filmée tout d'un coup dit non, bah c'est tout ça qui est à l'arrêt. C'est tout ça qui coûte cher. Et c'est pour ça que je dis que, effectivement, c'est vrai que Nikita Bellucci, elle est dans cette logique de pornographie éthique. Elle essaye de faire en sorte que ça soit de la pornographie éthique. Mais en fait, ça ne trouve pas de, comment dirais-je, de public, où le public qui est trouvé est extrêmement... Donc ça n'a pas d'avenir. Parce qu'on est dans une société marchande. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, après je vous promets que je vous donne la parole, c'est juste pour essayer de répondre. Sur les vidéos, là, en disant « mais on peut rien faire », etc. Alors moi, je ne suis pas comme ça, parce que comme disait... la jeune femme, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Moi, je pense malgré tout, mais ça c'est ce qui me fait avancer, c'est que je pense que c'est une question de volonté. Et que quand il y a une volonté politique, quand les moyens sont donnés, je suis désolée, mais je vous contredis, parce que quand il y a un contenu terroriste qui est sur la toile, il est immédiatement retiré. Donc si on peut le faire avec un contenu terroriste, d'apologie au terrorisme, excusez-moi, on peut le faire pour tout. Donc c'est parce qu'on ne veut pas. Et c'est parce qu'on est dans une société patriarcale qui considère que la femme, elle reste inférieure, c'est l'objet, etc., etc. Et la dernière chose, après je vous passe le micro, je vous promets, c'est vrai que c'est intéressant comme question parce que on peut dire, on est à une réflexion, interdiction du porno ou pas interdiction du porno? Moi, je dis que c'est une question qui se pose. Nous, au niveau du rapport qu'on a fait, on n'a pas dit qu'on interdisait le porno. On a mis un certain nombre de recommandations pour permettre à chacun de prendre ses responsabilités, chacune, d'avoir un accompagnement, une éducation à tous les niveaux, au niveau parental, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des magistrats et des policiers. Voilà, donc je voulais dire... Mais je regarde du porno qui est éthique, où je paye pour le regarder, où je sais que les personnes qui le font, elles le font dans des conditions qui sont bonnes, et le problème c'est l'industrie. Quand vous parlez aussi de corps, que ça marque les corps, un ouvrier qui fait les 3-8, ça marque aussi le corps. Est-ce qu'on interdit les 3-8 et toutes les industries? Bonsoir. Moi j'ai juste une question parce qu'on tourne, j'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du même sujet, c'est qu'on peut trouver des solutions. Ok. Genre on dit depuis tout à l'heure qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées, qu'avec l'envie on peut trouver, mais il y a des fois on a beau avoir tellement envie, on n'y a pas de solution. Il faut oublier le porno, c'est sur Internet. Internet, c'est super compliqué à détourner. Donc, si faire du porno respectueux, éthique, il y a beau avoir l'envie de le faire. Si y en a, ils n'ont pas envie, quoi. Enfin, Internet, c'est compliqué à détourner, à remettre dans le droit chemin, quoi. Correctement encadré. Une fois de plus, ça dépend de ça. Et oui, des fois les lois ne sont pas respectées, mais si on part de ce principe-là, autant tous partir en anarchie, et puis voilà quoi. Donc, mais du coup, dans les pays où la prostitution est correctement encadrée, tout se passe bien, en règle générale. Une fois de plus, il y a des exceptions, mais ça peut aussi bien se passer. Vous direz que forcément c'est faux, que même si c'est bien encadré, nécessairement ça va être du viol, ça va être de la maltraitance. Les femmes, elles vont être mal. Alors que si on légalise un minimum, c'est comme le trafic de drogue au final. Je prends l'exemple, c'est un peu le paradoxe, c'est un peu ironique, mais parfois quand c'est légalisé, ça permet aussi de modérer. Oui, il y a des femmes qui choisissent de se prostituer, c'est vrai, et c'est leur droit entier, bien d'accord. Mais
sur le marché de la prostitution. Il y a énormément de femmes qui n'ont jamais choisi. Et ça, on ne peut pas le trouver. Allez parler de ça aux mafias à toutes les mafias, mafia de l'Est, mafia aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que la pornographie éthique? Mais ils s'en passent, ils tournent des films en une demi-journée, en une journée, que vous trouvez dans... Donc j'ai assisté à la même réunion que le monsieur sur la prostitution. À partir du moment où il y a un échange commercial pour un rapport sexuel et qu'on considère que c'est du viol, donc à partir de là c'est un crime et du coup on ne tolère pas la prostitution. Une chose. Et elle nous parlait donc il y a 3 méthodes. Nous on est contre, mais on ferme les yeux, on fait rien. Il y a ceux des bordels où il y a l'hygiène, il y a les voies et tout ça. Voilà, et donc elle nous parlait par rapport à la Hollande, c'était, il y avait carrément spécialisation de bordel pour telle personne, de couleur, et le problème de ce truc-là, et je pense que ça revient à la pornographie, il y a quelque chose de choquant qui fait que c'est addictif, et non, tant mieux, mais le truc c'est addictif et on va chercher toujours plus loin. Et au niveau des prostituées, ils leur demandent toujours plus, et je pense que dans leur pornographie, il peut y avoir quelque chose qui peut-être Hamilton, entre Hamilton et un peu plus loin, mais on peut aller aussi sur des choses très violentes et où les gens ne sont pas toujours s'entendent derrière. Et derrière aussi les merci, plus Daniel, Marchel, Bidule, où soi-disant tout le monde filme son rapport et on est tous d'accord, à part que dedans, il y a des gens, c'est plus ou moins des professionnels, et d'autres, enfin, il y a eu un complément d'enquête aussi, je crois, là-dessus, très bien, oui, Pornhub et tout ça, où il y a des gens, c'est la caméra, elle est placée, les filles ou les garçons ne sont pas au courant, et c'est sur l'informatique, sur les réseaux, et ça revient en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et ça bousille des vies, quoi. Voilà. Alors, ce qui manque à la pornographie, c'est la notion de plaisir pour les femmes, c'est faire plaisir aux hommes. La deuxième notion, c'est le respect. Et effectivement, on va vers des sites porno de plus en plus hard. Et les industriels, ils se retournent contre les consommateurs en disant « Ah, mais c'est pas nous qui faisons des scènes violentes, c'est les consommateurs qui en demandent de plus en plus. » C'est-à-dire qu'ils inversent la culpabilité. Donc, des sites moralisants, ça, j'y crois pas. Je crois que ça sera... On va, au contraire, vers une escalade si l'État n'intervient pas. Or, l'État, quand il donne 0,04% du budget pour lutter contre les violences faites aux femmes, on voit très bien la place qu'il accorde. Il n'en a rien à faire, si ce n'est de la com. C'est ça. Je pense que de toute façon, ça ne va pas être une conclusion, parce qu'on voit bien que là, le débat est ouvert et qu'il y a encore plein de questions et plein de possibilités de confronter nos points de vue. Moi, je ne pense pas que l'industrie pornographique ait une vision, ça soit une question générationnelle. Je pense qu'il y a un vécu différent parce que effectivement, aujourd'hui, avec le smartphone, c'est accessible à des jeunes de plus en plus jeunes, ça c'est vrai, mais je pense dans l'analyse qu'on en fait, c'est une question de vision de société et de la société que l'on porte. C'est-à-dire, est-ce que l'on pense, parce que ça repose, vous avez posé des tas de questions qui sont des questions philosophiques. Quand on dit, par exemple, on lutte contre l'exploitation capitaliste, pour l'instant, le capitalisme, il est partout. Bon. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'histoire? Moi, personnellement, je considère que non. Et je pense que ce régime capitaliste, ce système, capitaliste, il faut absolument le battre. Pourquoi? Parce qu'il broie les individus et il fiche en l'air la planète. Et qu'une planète, on n'en a qu'une. Mais il y a des gens qui vont dire « Oh là là, mais ce qu'elle dit, elle est utopiste, de toute façon, on n'y arrivera pas, alors je sais pas, on va se coucher. » Ben non. Bon. On est dans une société patriarcale. C'est la domination masculine sur les femmes.
enfin, on arrive à partager de manière plus majoritaire, on va dire, le fait que c'est un système d'oppression. Et que ce système d'oppression, il faut en débarrasser la société si on veut une société égalitaire. Moi, je l'ai dit, je suis une militante communiste et féministe. Je pense qu'il n'y a pas une priorité, il ne faut pas foutre en l'air un système et puis penser que l'autre va périr. Je pense qu'il faut lutter contre ces systèmes de domination sans oublier le racisme. Et que c'est grâce à ces trois luttes-là qu'on peut voir une société d'émancipation. C'est ma conviction, mais elle mériterait confrontation, discussion, et peut-être que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce sont des systèmes d'oppression. Et puis, Internet, tout puissant, etc. Oui, c'est vrai, mais j'ai donné des exemples par rapport à l'apologie du terrorisme. Moi, je pense qu'on peut réussir à faire des choses. Je ne pense pas qu'on va tout régler. Je pense que c'est compliqué, mais là encore, il faut mener ce combat. Pour moi, il y a que, enfin, les bagarres qu'on perd, c'est celles qu'on mène pas, hein, parce que sinon, voilà. Donc, on a des ressources, mais c'est vrai qu'on s'attaque à gros. L'industrie pornographique, ça ramène énormément d'argent. Je l'ai dit, c'est la troisième pourvoyeur de fonds après les armes, la drogue. Donc c'est vrai que c'est un commerce qui est un commerce juteux. Sur quelqu'un qui a interrogé sur est-ce qu'il ne faudrait pas finalement légaliser et puis encadrer la prostitution, etc. Bon, il faut... bon, là, je n'ai pas pris les statistiques, donc je ne peux pas vous les donner, puisqu'on était censé être sur pornographie, donc je ne les ai pas prises. Mais ceci dit, il y a des pays qui sont... donc des pays qui contre... La France est un pays abolitionniste, mais vous avez d'autres pays qui ne le sont pas, qui sont pour la légalisation, etc. On s'aperçoit que dans ces pays-là, eh bien, les choses ne sont pas mieux. C'est pas parce qu'on encadre, soi-disant, que les choses vont mieux. Ce ne sont plus, par exemple en Allemagne, il y a eu des tas de scandales qui ont éclaté. On a dit on va protéger les femmes, on va les mettre dans des maisons. Alors ils ne les appellent pas avant, ici en France ça s'appelait les maisons closes, en Allemagne je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait on s'est aperçu qu'elles subissaient les mêmes violences, les mêmes débordements, et que ça n'était pas du tout quelque chose qui allait garantir leur sécurité. Donc je ne pense pas qu'on soit là-dedans. Je pense que il faut qu'on arrive à réfléchir sur ce que ça induit pour la société et l'image qui est véhiculée. Pourquoi est-ce que les femmes sont considérées comme des objets sexuels? Pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est écrit dans la nature que les femmes sont des objets sexuels. Pourquoi est-ce que finalement il faut que une nana elle se prostitue pour avoir de l'argent? Alors quelqu'un a dit oui, mais l'ouvrier il souffre, etc. Mais oui, c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis anticapitaliste et que je me bats contre ce système d'oppression. Mais je pense que quand on est obligé de se vendre, on va non seulement... Il y a des répercussions qui sont des répercussions physiques, mais il y a aussi des répercussions qui sont morales. Enfin, si vous avez déjà entendu ou lu des témoignages de femmes qui se prostituent, elles disent qu'elles essayent de se... Comment dirais-je, de se retirer quelque part de leur corps pour subir ce qu'elles subissent. Pour supporter ce qu'elles ont à supporter. Donc... enfin, là maintenant qu'éclatent les bagarres pour dire que c'est pas possible, qu'un féminicide, c'est un féminicide et que c'est pas un crime passionnel, bah, quand même, on voit que quand l'homme tue sa compagne, c'est parce qu'il considère que c'est sa chose. Elle lui appartient. Donc on est bien là dans un travail qui nous incombe à toutes et tous de remettre j'allais dire les pendules à l'heure, c'est pas le mot, mais en tout cas on est tous à égalité.
Et il n'y en a pas un qui doit dominer l'autre ou une qui doit dominer l'autre. Moi, quand je me bats contre le patriarcat, c'est pas pour que tout d'un coup, on inverse la domination. C'est bien pour gagner le respect et l'égalité. Donc, moi, je pense que ce sont sur ces valeurs-là qu'il faut travailler, qu'il faut avancer. Après, je dis bien que le débat n'est pas clos et au contraire, je pense que là, vous avez ouvert quelque chose. Il faut continuer avec d'autres témoins et d'autres personnes sur les thèmes que vous avez ouverts, que ce soit sur la prostitution, que ce soit sur la drogue, etc. Oui, on peut aussi discuter de ces questions-là, mais là, on ouvre sur d'autres champs. Moi, je ne me porte pas volontaire pour revenir, hein, mais je veux dire, il y a d'autres gens qui sont bien informés sur ces questions-là, mais il faut que vous ouvriez d'autres débats pour les poursuivre. Et puis j'espère que ça vous a un peu ou convaincu, ou en tout cas un peu ébranlé vos convictions pour qu'on puisse continuer à avancer vers le chemin de l'émancipation humaine.